Le serment des représentants de l'opposition politique à la Commission électorale nationale indépendante CENI, c'était ce matin devant la Cour constitutionnelle. Lancement des activités pour l'année 2021 de l'Organisation pour le développement durable et la citoyenneté. Il s'agit d'une campagne de formation et de sensibilisation des jeunes sur le processus électoral en cours au Niger. La composante zoo du musée national Boubou Hama de Niamey serait-elle en détresse? Des explications dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Pour la matinée de demain, le service de la météorologie nationale annonce un renforcement des vents en surface accompagné de soulèvements de poussière sur le pays. Cela dit, les représentants de l'opposition politique au sein de la Commission électorale nationale indépendante CENI ont prêté serment ce matin devant le bureau de la Cour constitutionnelle. Ils sont au nombre de 5 à s'adonner à cet acte à travers lequel ils sont renvoyés dans l'exercice de leurs fonctions de désormais membres de la CENI. Le compte-rendu de cette prestation de serment avec Yazir Abiou et Maria Madakou. Cette cérémonie de prestation de serment de ces 5 nouveaux membres de la CENI a en effet débuté par la lecture du décret portant leur nomination et la saisine de la Cour constitutionnelle pour leur prestation. C'est après ces 2 importants rappels que Modi Alzouma, Diollo Hamidou Saïdou, Mahmoud Saini, Maman Assako et Ali Boubacar ont été invités à prêter officiellement serment devant Dieu et devant les hommes. C'est ainsi qu'ils sont passés à tour de rôle devant le président de l'association islamique Jibril Karanta pour jurer sur le livre saint de leur confession à mener loyalement leur mission. Nous avons décidé aujourd'hui de prendre nos sièges au niveau de la CENI. C'est pour essayer d'apporter notre contribution au travail qui a été fait. Tout n'a pas été mal fait, tout n'a pas été bien fait. Et vous savez très bien toutes les charges qui pèsent sur la CENI dans le cadre de l'organisation de ces élections. Après cet acte solennel, ils ont été félicités par la Cour qui les a engagés à ne pas trahir leur serment. La Cour vous donne acte de votre serment et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Du que de tout, il sera dressé procès verbal. Les récipiendaires de la Cour donc vous prennent des félicitations et vous souhaitent plein succès à votre mission. À la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'on se réjouit de la venue de ces nouveaux membres qui viennent ainsi compléter la liste des membres du bureau. La CENI a pendant longtemps espéré que les représentants de l'opposition se joindraient à ces activités au niveau national. Cette prière a été exaucée aujourd'hui. Nous sommes heureux de pouvoir assister à cette cérémonie consacrant la venue de l'opposition pour compléter la totalité du dispositif administratif et fonctionnel de la CENI. Comment il faut l'interpréter? Pour la CENI, c'est un moment de grande conviction que le travail qui se fait bien et doit continuer de se faire bien. C'est aussi l'interprétation que, malgré les difficultés par-ci, par-là énumérées, le travail de la CENI est accepté comme un travail raisonnable, juste et équitable, et que l'ensemble des forces en compétition, l'ensemble des citoyens croient dans ce processus que nous espérons ensemble, je dis bien ensemble, conduire pour le succès de notre processus électoral, pour ne pas dire le succès du peuple souverain du Niger. Il est utile de rappeler qu'à travers cette prestation, ces 5 représentants de l'opposition politique sont venus occuper les 5 sièges qui leur sont réservés au sein de la CENI depuis 2017. Pour l'année 2021, l'Organisation pour le développement durable et la citoyenneté a procédé au lancement de sa première activité. Il s'agit pour cette jeune structure d'organiser des formations et sensibiliser des jeunes sur plusieurs aspects du processus électoral. Le point avec Pascal Sessou-Gauthier et Saadou Inoua Ali. L'Organisation pour le développement durable et de la citoyenneté, ODCC, vient de mettre en place un projet. Ce projet entièrement financé par Oxfam Niger vise à outiller les jeunes Nigérians sur les différents risques qu'ils encourent durant les périodes électorales. Mieux,
L'ODCC, à travers cette rencontre de ce lundi 18 janvier 2021, entend emmener la jeunesse à œuvrer pour l'enrichissement des valeurs de la démocratie, contribuer surtout à la consolidation de la paix à travers justement des formations. L'enjeu est donc double et important. Au regard du contexte actuel marqué par la méfiance entre les acteurs politiques, des inquiétudes méritent de se poser. En effet, il s'agit des élections à enjeu majeur pour la vitalité de la démocratie nigérienne et la gestion de la période électorale peut, si on ne prend garde, constituer une principale source de troubles de violence et d'insécurité pour le pays en général et les communautés à la base en particulier. C'est pour prévenir le risque d'engagement des jeunes dans les violences préélectorales et post-électorales et contribuer à leur participation positive que l'ONG ODDC initie le présent projet. L'objectif global du projet est de contribuer à la promotion du droit des jeunes, à la participation civique et à l'animation de la vie publique. Parrain de l'initiative, le président du Conseil national de la jeunesse se dit satisfait de l'action fulgurante de cette jeune structure. Aliou Marou n'a pas manqué de prodiguer des sages conseils aux membres de cette structure. Il les invite par ailleurs à plus de perspicacité dans leurs tâches. La jeunesse nigérienne a fait quand même preuve de beaucoup de responsabilités lors des élections de décembre dernier. Ils n'ont pas cédé au jeu des politiciens et ce que vous faites va encore davantage redynamiser cette jeunesse, conscientiser cette jeunesse pour ne pas tomber dans le jeu des politiciens. Donc, chers jeunes ici présents, vous qui serez les ambassadeurs qui auront la chance de suivre les différentes sessions de renforcement des capacités, c'est pour vous un devoir dans vos communes respectives, dans vos quartiers respectifs et dans vos fadas respectives de partager tout ce que vous aurez à apprendre. Pour atteindre ces objectifs, une série d'activités est prévue au niveau des 5 arrondissements communaux. Ainsi, 50 jeunes seront formés sur le mandat des institutions républicaines, sur la loi régissant le processus électoral. En outre, des séances de sensibilisation sont au programme dans l'optique des élections apaisées et pacifiques dans notre pays. Regroupement annuel des oulémas du Lahir à l'occasion de la Tahadjara à la mosquée d'Absagan, c'est dans la commune rurale de Timia, région d'Agadez. Invocation, lecture coranique, prière pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale pour des élections apaisées au Niger étaient au centre de ce regroupement annuel des oulémas. Mahmoud Adamou pour le point. Absaran, un village situé dans la commune rurale de Tchami, a servi de cadre à ce rassemblement religieux dénommé Tahajara. Il s'agit à travers cette pratique des oulémas de l'Aïr de s'écarter de leur famille et de leur bien dire en 40 jours pour la cause de Dieu. La Tahajara a été implantée dans l'Aïr par l'érudit Mohamed Sidi al-Baghdadi depuis des lustres. Une occasion pour les fidèles musulmans venus de toutes les contrées de l'Aïr et même au-delà, de procéder à des lectures collectives du Saint-Coran avec des invocations, particulièrement pour la paix, des élections apaisées, le Covid-19 ainsi que le développement du Niger. kai dukkan al'amuran da za su tada mana hankali mu roki Allah ya daidaita mana su mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da abin da kuma lafiya za ta umfa. Tahajara, ce regroupement religieux annuel des oulémas de l'Aïr vise à implorer Dieu le Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Omnipotent, une paix durable dans notre pays, la cohésion sociale, des élections apaisées au Niger. Nos imams, les fidèles musulmans, ont passé 40 jours dans cette mosquée en train de prier, d'implorer Allah, le Tout-Puissant, pour qu'il descende sa miséricorde sur les Nigériens et son peuple, pour qu'il descende la paix dans le cœur et les esprits, pour qu'il fasse du Niger un havre de paix. Nous avons prié pour qu'il y ait des élections transparentes, pour qu'il y ait des élections calmes, pour qu'il y ait à la fin des personnes qui feront du Niger un pays développé, qui feront du pays un pays en paix, qui feront
du Niger un pays où il fera bon vivre. La rencontre de Tahajara est une occasion propice de la pratique de l'islam à travers des prières quotidiennes, des lectures collectives du Saint-Coran, zikr et invocation. La Tahajara est une pratique qui s'est perpétuée dans l'Aïr depuis la nuit des temps, ce qui est sa source du livre saint de l'islam. Retour à Niamey, zone du fleuve, où cette année la crue guinéenne commence déjà à menacer les cultures aux abords du fleuve Niger. Les riverains tirent déjà la sonnette d'alarme dans ce reportage de Nana Mariamountari. Connue sous le nom de la crue guinéenne, cette montée des eaux du fleuve Niger intervient chaque année à la deuxième décade du mois d'octobre, causant des dégâts dans plusieurs périmètres des alentours du fleuve. Cette année, l'effondrement des digues de protection lors de la dernière saison pluvieuse a aggravé la situation, laissant une fois encore les populations riveraines sans abri et en envahissant les cultures. Les victimes de cette catastrophe naturelle lancent un cri de détresse aux autorités afin de contrecarrer l'avancée des eaux et sauver ce qui peut l'être des cultures, source de revenus de ces dernières. Malheureusement, tous nos produits sont dans l'eau. Nous avons beaucoup investi car d'habitude, l'eau s'arrête un peu plus loin des périmètres. Mais aujourd'hui, faute des digues de protection, l'eau nous a encore envahis. Les digues n'ont pas été réaménagées. C'est pourquoi les eaux ont envahi les périmètres. Nous ne déplorons pas de pertes en vies humaines, mais tous nos biens, à savoir les cultures, les animaux et les habitations, sont dans les eaux. Nous souhaitons du gouvernement que le fleuve soit désensablé pour contenir les eaux. Pour rappel, la crue guinéenne provient principalement des apports du haut bassin en Guinée et au Mali. Elle se déroule du mois d'octobre à mars et atteindra son pic en fin décembre. Les riverains doivent donc prendre davantage leur mal en patience face à cette situation d'origine naturelle en attendant un signe des autorités et des bonnes volontés. Un invité en direct sur ce plateau, il s'agit de Mohamed Ibrahim, directeur national de l'hydrologie au ministère de l'hydraulique, pour dresser justement avec lui la situation hydrologique qui prévaut dans le bassin du fleuve Niger. Cette situation est d'ailleurs illustrée, comme vous venez de le suivre, par la crue guinéenne qui prévaut en ce moment. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Quelle est la situation hydrologique qui prévaut dans le bassin du fleuve Niger? Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Donc, actuellement, nous observons effectivement une montée des eaux au niveau du fleuve Niger, une montée des eaux qui continue. Donc, nous observons une deuxième crue qu'on appelle la crue guinéenne, qui a effectivement commencé depuis la deuxième décade du mois d'octobre 2020 et qui continue actuellement à la date du 19 janvier 2021, c'est-à-dire à la date d'aujourd'hui. La hauteur d'eau observée à la station de Niamey est de 582 cm pour un débit de 1850 m3 secondes. Donc le niveau d'alerte est orange. Je rappelle que nous avons 4 niveaux d'alerte selon les standards. On a le niveau vert, que la situation est normale. Donc c'est pour les hauteurs d'eau observées qui sont inférieures à 530 cm au niveau de la station de Niamey. Et pour les hauteurs d'eau observées entre 530 cm et 580 cm, on a l'alerte qui est jaune. Entre 580 et 620 cm, on a l'alerte orange. C'est ce que nous observons aujourd'hui, puisque j'ai dit qu'on a un niveau de 582 cm. Et au-delà de 620 cm, l'alerte est rouge. Alors pour l'orange, est-ce que ça veut dire que la situation est maîtrisable? Bon, oui, on peut dire que la situation est maîtrisable, mais il faut quand même être prudent. Donc, comme vous avez dû le constater dans le reportage qui vient de passer, effectivement, la crue locale qui s'est passée au mois d'août et septembre a causé des brèches au niveau des digues de protection de la ville de Niamey.
Et les eaux passent effectivement actuellement à travers ces brèches-là. Et c'est ce qui a un peu aggravé la situation avec beaucoup d'inondations au niveau des rizières, des jardins. Alors, monsieur le directeur, à quoi est due cette montée des eaux? Bon, cette montée des eaux est due effectivement à l'arrivée de la crue guinéenne. Donc, elle est la résultante des apports depuis le haut bassin de la Guinée en passant par le Mali, et qui nous arrive actuellement en général dans la deuxième décade du mois d'octobre et qui continue sa montée jusqu'au mois de février. Elle atteint généralement son pic au mois de janvier. Donc actuellement, on peut dire que cette crue tend vers son pic et qu'on ne va pas tarder à observer une baisse. Donc effectivement, il y a aussi d'autres facteurs qui aggravent les inondations tels que l'ensablement du fleuve, et les brèches au niveau des digues, ainsi de suite. Oui, monsieur le directeur, quel message avez-vous pour les populations riveraines, en particulier celles qui vivent dans les zones inondables? Donc le message qu'il faut passer, c'est qu'on appelle la population à la prudence. Et il faudrait que les populations qui sont situées dans les zones inondables pensent à évacuer le lit du cours du fleuve, également à évacuer leurs biens. Et puis, on appelle à la population de rester à l'écoute des messages des autorités qui suivent avec nous l'évolution de cette crue. Voilà, merci monsieur le directeur d'avoir accepté notre invitation. Merci. La suite de cette édition, partie en grève le 14 et 15 janvier 2021, le syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes Saint-Famed, suite au dépôt d'un autre préavis de grève, a rencontré ce matin le ministre de la Santé publique par intérim. Le gouvernement s'est engagé à répondre favorablement à la doléance du syndicat. Pour les explications, suivons Dr Il Al-Hassan, secrétaire général du Saint-Famed. Une grève qui a été observée le 14 et le 15 janvier 2021 suite à la non-mise en solde des 300 médecins qui ont été recrutés depuis, si vous voulez, 2020, notamment en juillet, qui sont en train de travailler actuellement sans salaire. Donc ils ont totalisé pratiquement 7 mois sans salaire. Suite à ça, le ministère effectivement nous a appelés pour discuter, pour savoir les voies et moyens, comment il faut gérer cette question. Donc on a vérifié effectivement au ministère des Finances la possibilité, donc ils ont dit techniquement ce n'est pas possible. Ils ont déjà effectivement fini le salaire du mois de janvier et que ce n'est pas possible pour eux de mobiliser en tout cas la somme en tout cas qui correspond au paiement en tout cas de ses camarades. Mais ils prennent l'engagement qu'au mois de février, en tout cas au nom du gouvernement, que cette situation-là sera gérée. Donc le ministère nous a demandé de lui faire confiance au nom du gouvernement, d'essayer en tout cas de revoir notre position par rapport à ces préavis, compte tenu de la situation qui prévaut, en tout cas que ce soit au niveau du ministère de la Santé publique, surtout compte tenu de la situation de la pandémie de Covid-19, on ne peut qu'effectivement être plus ou moins regardant. Et ce qu'on a montré notre bonne foi, en tout cas on n'est pas là pour perturber, mais on est plutôt là pour arranger. Et ce qui fait qu'effectivement on a décidé à partir de ce instant de lever en tout cas ces mots de grève de ce soir à cette grève-là. Le rectorat de l'université de Tawa a reçu hier la visite du projet USAID avec à sa tête la directrice du programme au Niger. L'objectif de cette rencontre étant d'échanger sur la possibilité de la mise en place d'un master en agrobusiness et entrepreneurship. C'était en présence des responsables des différentes facultés de la dite institution. Compte rendu, Bachir Karimoun et Mohamed Agoum. L'éducation est la clé de voûte du développement de tout pays. À cet effet, tous les investissements et financements consentis dans ce secteur ne seront jamais assez. C'est dans cette optique que le rectorat de l'université de la région de Tawa a eu l'honneur de recevoir ce lundi 18 janvier 2021 une mission du projet américain USAID avec à sa tête la directrice des programmes au Niger. Cette rencontre d'échange s'est articulée autour de la possibilité de mise en place d'un master en agrobusiness et en entrepreneurship dans un climat de compétition avec les autres universités de Niamey et de Tillabéri. L'objet de la rencontre que nous avons avec l'USAID entre le 18 janvier et le 20 janvier, c'est une série de réunions techniques de travail
envie d'instituer un master en agro-business et entrepreneuriat, mais nous ne sommes pas les seuls. C'est une compétition. Mais si nous avons ce master-là, nous le ferons en collaboration avec l'université de Tillabéri et l'université de Niamey. C'est un master, le premier en Afrique de l'Ouest et le deuxième en Afrique. Donc beaucoup de pays viendront dans ce master-là et c'est une très bonne chose pour les universités publiques. Lors des échanges, la mission du projet USAID a eu droit à 2 grandes présentations, dont l'une sur la faculté des sciences agronomiques porteuse du projet et l'autre sur la faculté des sciences de l'éducation qui peut accompagner le dit projet en termes de mise à niveau des apprenants dans la langue d'apprentissage. Ensuite, la mission est conduite sur le site d'extension de l'université d'Ottawa où diverses activités agroalimentaires sont expérimentées dans le but de former les étudiants stagiaires et de produire, conserver et diffuser quelques espèces. Tant d'activités audacieuses qui coïncident avec les ambitions des bailleurs de fonds que représente ici Dr Idrissa. L'USAID a toujours été aux côtés du Niger dans sa quête de développement et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce projet Masters, aujourd'hui, nous allons essayer de le mettre sur les rails. Et les universités américaines vont travailler et les fonds qui seront disponibles vont bénéficier directement les universités nigériennes. Notant enfin que cette visite rencontre a pris fin par la visite d'un immeuble flambant neuf qui servira de bloc administratif supplémentaire pour la faculté d'agronomie. Le gouverneur de la région de Maradi, Zakari Oumarou, a réceptionné ce matin dans la commune rurale de Guidarumji un tronçon long de 22 km. Ce tronçon a été réalisé par le programme de développement de l'agriculture familiale PRODAF en vue de désenclaver les bassins de production et les pôles de développement économique de la région de Maradi. Détail avec Nassour Nakakale et Asma Tijani. Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du PRODAF intitulée Accès au marché, qui vise l'amélioration de l'accès au marché pour les exploitations agricoles familiales au titre de l'année 2020, le PRODAF a donc prévu pour la région de Maradi la construction de 4 tronçons des pistes rurales de linéaire total de 100 km. Ces tronçons font partie des axes prioritaires du schéma directeur de désenclavement des bassins de production et pôles de développement économique de la région de Maradi. Celui-ci que le gouverneur Zakari Oumarou vient de réceptionner, qui est d'ailleurs le premier des 4 tronçons, relie le village de Bakassomouba à Tchadi, dans la commune urbaine de Guidarumji. Longue de 22 km, cette piste rurale a coûté au PRODAF la bagatelle somme de 420 millions de francs CFA. Les travaux de construction confiés à l'entreprise Ould pour un délai d'exécution de 10 mois à compter du 25 avril 2020 répondent à toutes les normes techniques selon le directeur régional de l'équipement et celui du génie rural, soit une consommation du délai de 80% par l'entreprise. Cette piste rurale va en effet désenclaver 11 villages à la grande satisfaction du premier responsable de la région Zakari Oumarou qui, après avoir écouté toutes les explications fournies par le coordonnateur du PRODAF, n'a pas manqué de saluer au nom des populations bénéficiaires et au sien propre l'État du Niger qui, à travers le PRODAF, œuvre inlassablement pour l'amélioration des conditions de vie des laborieuses populations de Maradi. S'adressant aux bénéficiaires, le gouverneur Zakari Oumarou et le préfet du département de Guidarumji Saleh Jigo les ont exhortés à entretenir cette infrastructure acquise à grands frais car il y va de leur intérêt et celui de la région dans son ensemble. Le chef du village de Tchadi a également tenu à remercier au nom de sa population le PRODAF pour avoir concrétisé un de leurs vieux rêves. Cette piste rurale va faciliter leurs échanges commerciaux à Tilrancherie et ce à travers l'accès facile au marché qu'elle leur offre désormais. Le préfet du département de Terra, à la tête d'une caravane de sensibilisation, a rencontré le 13 janvier dernier les populations de plusieurs villages de la commune de Kokorou. Objectif, sensibiliser ces communautés sur les thématiques du civisme, la cohésion sociale, la scolarisation de la jeune fille, la santé, entre autres, mais aussi procéder au lancement de distribution de kits caprins aux femmes vulnérables de la dite commune. D'autres précisions avec Zakari Mamar.
Rendu possible avec l'appui de la Haute Autorité à la consolidation de la paix et son partenaire l'ambassade de France, cette mission de sensibilisation des populations de la commune de Kokorou, conduite par le préfet du département de Terra, a sillonné les localités de Kokorou, de Tara et de Dunguro. Le civisme, la cohésion sociale, la scolarisation de la jeune fille et plusieurs autres thèmes liés à l'environnement, à la pandémie de la Covid-19, entre autres, étaient au centre des rencontres avec les communautés des localités précitées. Nous avons remarqué que l'incivisme fiscal dans nos différentes communes a pris de l'ampleur. Nous avons jugé utile de sensibiliser les populations, les chefs de village particulièrement, pour que les gens prennent conscience que la commune, c'est pour eux. Tout ce que la mairie est en train d'entreprendre comme activité, c'est à leur profit. Et maintenant, ce que la mairie attend d'eux en retour, c'est la mobilisation des ressources. Le préfet du département de Terra, Soumana Hamidou, relayé par les autres membres de la mission, ont longuement entretenu les populations de l'incivisme fiscal qui gangrène le développement des communes. Exemple à l'appui, ils ont mené une véritable sensibilisation de proximité sur notamment la décentralisation d'une manière générale. Particulièrement, ils ont planché sur les exigences de la gestion communale afin d'impulser la culture de civisme chez la population de la commune. Aussi, au cours des différentes rencontres, la place et le rôle de la commission foncière dans la gestion des ressources naturelles partagées ont été largement expliqués, d'où ce motif de satisfaction de ces populations qui, au passage, ont salué cette initiative. D'une initiative à une autre, le préfet du département de Terra, au cours de cette mission de sensibilisation, a procédé à la distribution des kits caprins aux femmes issues des groupements des villages de Kourégou, de Karta, de Goundé, de Bungu et de Dunguro, toujours de la Haute Autorité à la consolidation de la paix. L'objectif recherché ici, c'est de lutter contre la pauvreté des femmes, donc appuyer les femmes pour leur autonomisation et pour donc essayer de leur permettre de tourner avec ces caprins-là pour que dans 2 ans ou dans 3 ans, d'autres femmes puissent en bénéficier aussi. Le deuxième objectif, c'est la relance de l'élevage de caprins dans la commune à travers ces dons aux femmes. Elles sont au nombre de 145 femmes qui bénéficient chacune de 4 têtes composées de 3 femelles et d'un mâle, soit au total 580 caprins qui ont été distribués. Ces bénéficiaires de la commune de Kokorou ont magnifié cette action de la Haute Autorité à la consolidation de la paix et son partenaire l'ambassade de France, hautement contribuable à l'amélioration de leurs conditions de vie, avant de demander au préfet Soumana de transmettre à la Haute Autorité à la consolidation de la paix et à travers elle aux autorités de la République toute leur gratitude et leur reconnaissance pour ce geste à leur endroit. Les résultats des examens virologiques de ce jour se présentent comme suit. 21 cas positifs, dont 2 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 19 alertes sur 235 tests réalisés à la Covid-19, dont 3 de sexe féminin, 18 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit: 3 au niveau de la région de Niamey, 11 au niveau de la région de Tawa, 2 au niveau de la région de Zender, 1 au niveau de Tilaberi, 2 au niveau de Dosso, 1 au niveau d'Agadez, 1 au niveau de la région de Difa. Un décès enregistré ce jour au niveau de la région de Zender. À ce jour, sur 69 827 personnes testées, 4225 sont déclarées positives, parmi lesquelles 3265 guéris, 146 décès, 814 cas actifs, 52 en hospitalisation, dont 3 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire, avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises: le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Le musée national Boubou Hama de Niamey, depuis un certain temps, fait l'objet de plusieurs commentaires selon lesquels sa composante eau serait en détresse. Qu'en est-il dans les faits? Une de nos équipes s'est intéressée à la question. Voici son reportage signé Mamoudou Idrissa Maïga et Imran Boubacar Maïga.
Un musée, par définition, est un lieu dans lequel sont collectés, conservés et exploités des objets historiques, artistiques ou de grande valeur. Le musée national Boubou Hama de Niamey, pour sa part, a cette particularité de regrouper en un seul lieu l'histoire, la culture et l'environnement. L'histoire à travers ses différents pavillons exposant les nombreuses découvertes préhistoriques et paléontologiques. La culture à travers ses artisans et fabricants d'objets d'art artisanal et l'environnement à travers son zoo qui étale la diversité de la faune nigérienne. Surtout notre musée national qui est un musée pluridisciplinaire. On a pensé en fait en dehors de la vision du musée en Europe qui est juste un pavillon d'histoire ou de géographie là où les gens vont voir le document. Chez nous c'est vivant, c'est insolite. Tout le monde vient, surtout le public qui n'est pas allé à l'école, peut retrouver beaucoup d'informations qu'il a entendu parler, surtout les zoos, les animaux, parce qu'il n'y a qu'au musée qu'on peut croiser le regard d'un lion. Ça c'est une expérience quand même inoubliable. Parlons justement de ce zoo qui n'est rien d'autre qu'un accessoire supplémentaire du musée de Niamey, mais qui, au fil du temps, et de fait, est devenu le point central d'attraction des visiteurs, notamment des enfants. Un zoo qui, aujourd'hui, est malheureusement en détresse. Certaines cages sont vides et les quelques animaux sauvages restants sont naturellement stressés. Pour le directeur général du musée, cette situation a une explication. Même dans les paysages environnementaux du Niger, la faune a disparu. Nos animaux qui sont là, c'est vrai, il y en a qui sont, mais des fois, c'est pas parce qu'ils ne mangent pas. Pour regarder les lions, comment ils débourrent. Il y a des animaux qui ont disparu aujourd'hui, que tu connaissais aujourd'hui, il n'y a pas dans tout le Niger. Présentement, on a 111 espèces, alors qu'on a trouvé 71. Ça dit, malgré les difficultés du musée, surtout à cause du Covid-19, mais quand même, on fait des efforts. Le musée a besoin, parce que les fonctions du musée, ce n'est pas seulement l'État, mais c'est aussi les privés et les collectivités. Parce que c'est notre patrimoine commun. Et on aurait tort si on laisse le musée se dégrader. Notre public, comme je l'ai dit, à plus de 80%, c'est les élèves, c'est les enfants qui viennent à cause des animaux. L'affaire de pavillon de parenthèse, c'est surtout l'intelligentsia. C'est ceux qui sont allés à l'école. Mais quelqu'un, un paysan, il n'a pas besoin du pavillon de la parenthologie. Donc, ce serait dommage d'écarter les musées, parce que c'est rendre sa composition. Tout ce que moi je pose, c'est de faire des efforts. Et l'effort, ce n'est pas seulement l'État, mais c'est aussi ceux-là qui parlent, qui disent, ah, le musée, c'est là. Qu'est-ce que je peux faire pour aider le musée? Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer au musée? Parce que moi, j'ai vu dans certains musées, un retraité qui est venu, qui a donné un sac de 100 000 pour contribuer au musée. Quand vous donnez l'argent à un musée, ce n'est pas la charité, vous avez contribué pour qu'on en parle même après vous. Cet aspect pluridisciplinarité du musée engendre des dépenses, notamment en ce qui concerne l'acquisition et l'entretien des animaux, des dépenses dont le budget actuel alloué à l'institution ne saurait garantir. Ça nous fait longtemps maintenant qu'on n'est pas parti faire des collectes à l'intérieur du pays. Et avant, le musée partait jusqu'à Difa, jusqu'à Agadez pour collecter. Aujourd'hui, la subvention qu'on a à peine nous permet, parce que ça absorbe plus de 65% de la subvention qu'on donne pour nourrir et en fait pour le fonctionnement du personnel. Des perspectives pour le musée, il y en a beaucoup, a déclaré le directeur, mais pour l'heure, encore plus de défis à relever, au menu desquels le renforcement du personnel, l'entretien des lieux et le repeuplement du zoo, principal centre d'intérêt pour la plupart des visiteurs. Sport football, après avoir partagé les points avec les chevaliers de la Méditerranée de la Libye au premier match, le MENA national qui participe au championnat d'Afrique des Nations au Cameroun prépare activement sa deuxième sortie. Ce sera le jeudi prochain face au Diable Rouge du Congo-Brazzaville. Comment le MENA prépare cette importante rencontre? Réponse avec notre envoyé spécial Abdelaziz Essaka. C'est une envie monstre de dépasser le premier tour qui anime le MENA à prime dans cette compétition du Chan. Après avoir manqué in extremis la victoire contre la Libye, Haroun Abdullah remobilise sa troupe pour arracher les 3 points qui seront en jeu face au Diable Rouge du Congo-Brazzaville. Je pense qu'on a été capable en 2011 d'être en quart de finale. Cette année, on est venu avec des ambitions réelles pour aller au-delà de ces quarts de finale, c'est-à-dire aller en demi-finale, pourquoi pas en finale, et pourquoi pas ne pas remporter ce chance. Et que ce soit le Congo ou que ce soit une autre équipe, nous allons jouer nos chances à fond. Et nous
nous sommes dans des prédispositions, nous pensons que c'est possible que ça passe et on va y travailler, on va s'y mettre. Une victoire dans cette rencontre assurerait la qualification du Niger au deuxième tour avant même la troisième journée. Et pour réussir cet exploit, la Fédération nigérienne de football n'a pas lésiné sur les moyens. C'est important pour nous, je pense pour le Niger, pour le football nigérien, de passer au moins un cap. Voilà pourquoi nous avons essayé de créer toutes les conditions, en tout cas de mettre tous les moyens possibles en fonction bien sûr de nos réalités pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Déterminés à bloc, les joueurs sont tout aussi conscients du défi qu'ils sont prêts à le relever. On devrait tuer le match depuis. Malheureusement, on avait manqué de réalisme et ça nous a coûté un peu cher. Mais on est sérieux. On sera fort de la tête pour essayer d'avoir les 3 points parce que ça serait capital. Après la conquête des chevaliers de la Méditerranée, le MENA A-Prime livrera donc bataille au Diable Rouge du Congo-Brazzaville le jeudi soir à partir de 20h. Les 2 matchs se suivent mais risquons de ne pas se ressembler.